Carte sur ta première édition du mois de juillet, bonsoir, bienvenue. Le contexte nous interpelle, la scène politique vibre depuis quelques semaines au rythme des décisions surprenantes prises tant par l'UNDP que par le FSNC. En ce sens, qu'elle brise 28 années d'alliance, de soutien au régime en place. Si la raison officiellement annoncée est l'appel ou la volonté de rupture au niveau des deux bases militantes, des interrogations fusent cependant, notamment sur la démarche de ces leaders politiques, l'opportunité de leur sortie, leur impact sur la présidentielle, particulièrement dans le Grand Nord, stratégie politique ou réelle volonté de mener une transition politique, quid de leur carrière au sein du gouvernement. Et pour aborder ces questions avec nous, 4 panélistes. Maître René Roger Bébé, vous êtes juriste, militant, vice-président du PCRN. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir à nos milliers de téléspectateurs. Maître, permettez que je vous reçoive avec cette question d'entrée et d'actualité. Mardi dernier, au quartier Nouvelle, 2 enfants ont trouvé la mort et une centaine qui ont eu un malaise à la suite de la consommation des galettes produites par une boulangerie locale. Avec la recrudescence des vins frélatés, des repas concoctés dans les conditions dramatiques, n'est-il pas temps de prendre des mesures fortes? Il est surtout temps de changer. Il est surtout temps de rompre avec le système. Parce que ces faits divers que vous relevez et qui sont dramatiques, d'ailleurs, je devais commencer par réitérer mes condoléances aux familles endeuillées. Donc, ces faits divers-là dénotent tout simplement de la faillite d'un système. C'est la faillite d'un système. Il faut donc changer le système. En réalité, c'est de ça qu'il est question. Il faut changer le système et c'est pour ça que le PCRN se positionne comme une alternative sérieuse et crédible devant les Camerounais aujourd'hui. Voilà. Alors, sur le plan de la gestion de cette crise ou alors de ce problème au niveau de la société, est-ce que vous pensez qu'il y a des mesures particulières qu'il faut prendre pour tordre le cou à ce phénomène? Oui, il faut. Quand je dis que le système a failli, c'est les systèmes de contrôle qui n'existent pas. Ce sont les systèmes de contrôle. Parce que si les systèmes de... Parce que quand les 2 enfants... Le contrôle des marchandises? Des marchandises, oui. C'est-à-dire que le ministère du Commerce, le ministre du Commerce, il doit instaurer des contrôles, n'est-ce pas, pour vérifier et verrouiller tous ces réseaux-là qui produisent des vins frélatés, des aliments périmés, des aliments toxiques. Il y a des contrôles qui sont institués, mais il y a des défaillances à tous ces niveaux. C'est pour ça qu'on assiste à ce genre de choses. Et puis même quand on assiste à ce genre de choses, on va sévir. Il faut sévir quand ce genre de choses arrivent. Il faut que des mesures soient prises pour que les coupables soient traduits en justice et qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Mais cela ne se fait pas. La preuve, tout le temps, vous défrayez la chronique dans vos médias avec des magasins de vins frélatés qui sont démantelés, des stocks de cigarettes, des aliments avariés et tout ça. Mais ça se reproduit tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une porosité déjà au niveau de nos frontières par lesquelles ces produits rentrent. Et puis au niveau interne, il y a une défaillance au niveau des contrôles. Et puis une défaillance au niveau de la sanction également. C'est ce qui fait qu'on assiste à la répétition à ce genre de choses. D'accord. Serge-Henri Kelvey, vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur Mbozike. Je suis militant du RDPC depuis plus de 33 ans. Je ne porte pas encore le titre de communicant du RDPC. C'est quelque chose que j'ai d'ailleurs refusé. Parce que nous, quand on commençait la politique il y a plus d'une trentaine d'années, c'est des personnages qui n'existent pas. C'est un peu la fabrication de certaines élites entrées par le haut du parti qui veulent nous mettre dans un moule. Je crois que le RDPC étant un parti démocratique, bien qu'ayant cette discipline du parti, on doit avoir libre cours à l'expression. Voilà. Je dis en même temps bonsoir à tous mes co-discutants. Je dis bonsoir à vos millions de téléspectateurs qui, à des heures aussi tardives, ne sont pas encore couchés. Je suis très honoré de partager ce plateau pour la première fois depuis que je fais des émissions à STV.
C'est aussi un immense plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau. Merci. Je vous accueille aussi avec cette autre question d'actualité. Selon une récente étude du professeur Jean Ondoa Biolé, la situation révèle une réalité alarmante en 2025 avec 71 présidents de conseils d'administration illégaux sur les 112 des entités publiques contre le Cameroun, soit un taux de non-conformité de 63,39%. Des PCA de 18 à 33 ans de longévité en poste, ce qui, selon elle, a un impact sur les performances des structures. Partagez-vous cet avis? Vous savez, au-delà de l'estime et de l'admiration que j'ai pour le professeur Viviane Ondoa Biolé, qui est une amie, une sœur même, parce que je l'ai connue, elle n'était que docteur à l'époque, je partage parfaitement son point de vue à ce niveau-là. Il faut quand même dire que le professeur Ondoa a mis à la disposition, elle a été directrice générale, n'est-ce pas, de l'Institut supérieur de management public, et je pense qu'elle a eu assez d'outils pour sortir l'étude avec des statistiques assez claires, ce qu'elle dit. Et il découle pour nous autres qui avons quand même un background académique assez large et diversifié, que lorsque vous mettez long, n'est-ce pas, sur les leviers, les mêmes leviers tout le temps, il y a, au-delà de la performance, la nuit qui s'installe, parce que elle ne dit pas suffisance. Lorsque vous avez fait 15 ans, 20 ans, et quand on sait qu'il y a des PCA ici et des DG qui ont fait 40 ans sur le même poste, il y a beaucoup de problèmes de performance. Mais ce qui est grave, et c'est ce qu'elle révèle, que vous n'avez peut-être pas sorti, c'est que le casting, déjà, pour accéder à ces fonctions, ne répond pas généralement à des profils, parce qu'on y met souvent un peu trop de politique. Hein? Lorsque vous avez un administrateur civil qui est nommé dans une société d'électricité ou dans quelque chose qui requiert, n'est-ce pas, des connaissances de technocrates, on se pose bien des questions à suffisance. Et déjà, lorsque le profil est biaisé et qui, en plus, vous mettez 30, 40 ans aux mêmes fonctions, je pense qu'on se pose des questions. Mais cela n'empêche pas que ces temps derniers, nous observons que nous avons des directeurs généraux quand même qui font honneur au management camerounais. Je ne ferai pas de publicité, mais on sait très bien que généralement on parle de la CNPS, du port autonome de Douala, où les directeurs généraux ont quand même déjà mis un certain nombre de temps, mais qui ont des résultats probants qu'on constate. Bon, donc, je ne peux pas dire que dans la généralité, le fait d'avoir dépassé un certain nombre de temps crée, n'est-ce pas, un manque ou alors une baisse de résultats. Il faut aussi noter que le professeur Viviane Ondoa Biolé le dit, parce que tout cela est encadré par des textes. C'est encadré par des textes bien élaborés, bien écrits, définis, n'est-ce pas, même dans le décret de nomination. Je pense que c'est 2 ans, 3 ans, renouvelable. 3 ans, non, c'est 3 ans renouvelables 3 fois. Donc c'est 9 ans au maximum. 9 ans. Donc on peut encore comprendre 10 ans. Mais lorsque vous avez des PCA, des directeurs généraux qui font 12 ans, 15 ans, voire 20 ans, moi personnellement ça me pose problème, surtout quand on veut lutter contre le chômage. Vous comprenez un peu. Et pour aller en profondeur, nous avons des personnes ici qui sont PCA dans 3 sociétés. Il faut comprendre que même si vous avez un cerveau de Pythagore, à un moment donné, vous ne pouvez pas administrer 3 structures. Donc moi, ça me pose problème et je suis tout à fait d'avis et d'accord avec ce que le professeur Ondoa a fait comme étude, a publié comme étude. Merci. D'accord. Bouba Yaya Monclo, vous êtes membre du Conseil national de l'UNDP, Union nationale pour la démocratie et le progrès. Bonsoir, merci d'être avec nous. Pardon. Bonsoir, Monsieur Mo. Effectivement, je remercie votre personnalité pour m'avoir invité. Également, je dis bonsoir à mes confrères et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent au niveau national ou au niveau international. D'accord, avec vous, on parle de sport. D'accord. On sortir un peu légèrement de la politique. Jérémy Nditap, ancienne gloire des Lions Indomptables, est président du syndicat national des footballeurs camerounais. SINAFOC a été suspendu pour 5 ans de toute activité relative au football.
il doit payer une amende de 10 millions de francs CFA. Maître Daniel Blaise Ngos, secrétaire général du SINAFOC, écope de 2 ans de suspension et d'une amende de 5 millions de francs CFA. Cette décision prise par la commission d'éthique de la FECAFOOT du 17 juin 2025 vous a surpris ou il fallait s'y attendre à votre avis? Bon, je crois bien que ça ne doit pas surprendre. S'il y a des insuffisances et que les gens commettent, et si des gens commettent des exactions, il faudrait les punir. Bon, je ne crois pas que c'est un abus. L'autorité judiciaire doit faire son travail. Quand on constate que c'est ce que nous avons décrié tout à l'heure par rapport à certaines insuffisances sur le contrôle des productions des produits. Exactement, là, ça rentre. S'il y en a des distractions faites, par exemple, par des responsables nommés à la tête de certaines structures, il faut les punir. Je crois que ce n'est pas surprenant. Maître Roger, votre opinion sur la question? Oui, je dirais la même chose, exactement la même chose, parce que le problème semble partir d'où? Semble partir de ce que M. Jérémy Dintap se serait introduit dans les vestiaires des Lions Indomptables à l'issue d'un match. Et il lui avait fait interdiction d'y rentrer, mais il a tenu à y entrer par la force, c'est-à-dire que contre la volonté des responsables du vestiaire. Vous comprenez? Je crois que c'est ce qui lui vaut cette sanction. Mais je trouve que c'est tout à fait normal, surtout si les textes le prévoient, les textes qui régissent l'éthique en matière de football. Mais je rappelle que actuellement, le président de la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire le patron du football au Cameroun, est interdit des vestiaires. Si. Le président Samuel Eto'o est interdit des vestiaires. Et il a toujours mis un point d'honneur à respecter cette interdiction pour la sérénité des vestiaires. Mais Samuel Eto'o est aussi une vedette du football. Je pense même la plus grande vedette du football qu'on a au Cameroun aujourd'hui et en Afrique. Où est donc le problème? Pourquoi ça devrait poser problème qu'on interdise à Jérémy Dintap de pénétrer dans un vestiaire? Donc moi je trouve que la commission d'éthique a fait son travail. Il faut respecter la décision. Bon, peut-être c'est la démarche aussi, peut-être avec déjà au préalable les décisions prises contre le SINAFOC même, qui n'ont pas déjà, peut-être le problème part même déjà de là, on parle des batailles de personnes entre Jérémy Dintap et Samuel Eto'o. Est-ce ça n'a pas un peu influencé cette décision? Non, ça peut influencer les commentaires des Camerounais, peu avertis. Vous comprenez? Le fait que vous soyez en opposition avec le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, ou que votre structure, le SINAFOC, soit en conflit avec la FECAFOOT, ne vous exempte pas de sanctions si vous commettez une infraction. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau. Aucun problème. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, il peut s'avérer que cette situation conflictuelle a influencé la perception des Camerounais. Mais dans la réalité, vraiment, du point de vue juridique, du point de vue des textes, je ne trouve aucun problème. Quatrième invité sur le plateau, Carlos Ngoualem. Vous êtes homme politique, représentant du Front pour le changement au Cameroun, FCC. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci à mes compagnonnistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir de prendre part à cette discussion. Merci d'être avec nous, Carlos. On sort un peu du pays, si ça ne vous dérange pas. On va parler de la guerre Israël-Iran, du lancement de l'offensive israélienne dans la nuit du 12 au 13 juin, au cessez-le-feu survenu le 24 juin. Si les dégâts portés au site nucléaire de la République islamique et à ses capacités militaires ne sont pas précisément connus, l'on dénombre plusieurs centaines de morts globalement, tant du côté israélien que iranien. Au-delà du programme nucléaire iranien qui est brandi comme une menace existentielle, y a-t-il à votre avis d'autres enjeux à travers cette guerre? Je pense que l'enjeu c'est le contrôle du Moyen-Orient par les États-Unis d'Amérique et l'Israël, parce que c'est pas la première fois que l'Iran fait l'objet des menaces et même
des persécutions des États-Unis. On se souvient que l'ancien Premier ministre d'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, était pratiquement l'homme à abattre lorsqu'il était aux affaires en Iran. Je lui ai dit qu'il avait été inscrit sur la liste des personnes indésirables par les autorités américaines. Et donc, aujourd'hui, ce que nous avons remarqué, c'est que effectivement, il y a eu une attaque du côté de l'Israël contre l'État iranien, avec des dégâts dont personne aujourd'hui ne peut mesurer l'ampleur. Parce que c'est la toute première fois où les États-Unis n'ont pas véritablement filmé les destructions commises sur le terrain. Parce que souvenez-vous, lorsque l'armée américaine fait les destructions sur le terrain, ils filment pour montrer l'ampleur des dégâts et ainsi dissuader les personnes qui seraient tentées de résister. Or, nous avons remarqué que lorsque les États-Unis ont fait des bombardements sur les sites nucléaires iraniens, ils ont fait une propagande médiatique, mais ils n'ont pas véritablement montré les sites qui avaient été détruits. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, cette guerre a montré aussi la faiblesse même militaire de l'État israélien. Parce que les gens croyaient que l'Israël était une nation très forte militairement, mais on a tous remarqué que face à l'Iran, il ne pouvait rien faire, parce qu'il a fallu juste d'une réaction iranienne pour que les sites névralgiques de l'État hébreu soient complètement détruits, notamment même le siège de l'armée israélienne. Et du coup, les États-Unis se sont trouvés dans l'obligation de demander un cessez-le-feu qui a été obtenu le lendemain. Moi, je pense que la personne qui était demandée du cessez-le-feu, c'est l'Israël, c'est même pas l'Iran. Et la personne qui demande, c'est lui qui a été touché. Donc moi, je pense que c'est une situation qu'il faut déplorer. Une situation qu'il faut déplorer parce que lorsqu'il y a des pertes en vie humaine, il faut toujours déplorer ça. Et je crois que le Moyen-Orient est une zone qui est régulièrement marquée par l'escalade des guerres. Et le véritable responsable de cette situation, c'est l'État d'Israël. C'est l'État d'Israël qui, en réalité, se trouve être un petit État par rapport à tous ces États arabes qui l'entourent. Moi, je crois que cet État gagnerait même plutôt à faire la paix avec tous ces pays-là. Parce que quand vous regardez l'Iran, l'Iran a ses tentacules jusqu'au Liban. Et le Hezbollah qui a été attaqué a ses fidèles alliés qui sont par exemple le Hamas ou bien le Hezbollah au niveau du Liban. Donc l'Israël est encerclé. Malheureusement, il essaye toujours de soulever la tête, alors que militairement, tout le monde a constaté qu'ils ne peuvent rien faire face à ces États-là. D'accord. Vous voulez acheter quelque chose Non, à la suite de Carlos, je voulais juste faire comprendre que cette région du Moyen-Orient est très délicate parce que elle a des incidences jusqu'en Afrique, lorsque les tensions montent de ce côté, parce que c'est une zone assez pétrolifère, que ce soit l'Irak, l'Iran, qui contrôle des réserves très importantes. Il y a le détroit d'Ormuz, qui est très important pour le passage, n'est-ce pas, des tankers porteurs de pétrole. Donc dès que cette zone-là s'embrase, toutes les économies dépendantes comme nous, depuis que la Sonara n'existe plus, au niveau du fonctionnement, on a une incidence, tous ces pays qui achètent, n'est-ce pas, le pétrole, voient leurs économies, n'est-ce pas, vaciller et les prix même des carburants augmenter, n'est-ce pas, sur les places boursières. Et pour parler de sécurité, il faut ajouter quand même que jusqu'au Yémen, Israël se fait des ennemis. Et je suis tout à fait d'avis quand il dit qu'Israël gagnerait mieux à faire stopper leur projet qu'ils ont avec les Américains de conquérir la bande de Gaza et de faire de ça un lieu de loisirs, un paradis, parce que ce plan va au-delà, n'est-ce pas, de la neutralisation du Hamas. Ça va au-delà, parce qu'actuellement, le Hamas, quand même, est assez touché, mais cela n'explique pas pourquoi nous avons 60 000 morts
palestiniens dans la population civile. Non. Et le Hamas ne faisait même pas 15 000 Moudjahidines, c'est-à-dire 15 000 guerriers. Et donc, ça veut dire que sur les 60 000 morts décimés, le Hamas a perdu à elle seule peut-être 13 000, à 12 000 à 13 000 soldats, avec 2 000 Moudjahidines actuellement. Qu'est-ce que peut faire le Hamas? Alors, on ne comprend pas pourquoi l'armée d'Israël continue à vouloir non seulement détruire toutes les infrastructures construites sur la bande de Gaza, et ils vont même jusqu'à je sais pas, tirer sur les populations déjà affamées qui vont chercher à manger, tuer les ambulanciers, les secouristes de la Croix-Rouge comme du Croissant-Rouge. Donc, moi, je pense que le monde, à travers les Nations Unies, qui perd chaque jour sa crédibilité, c'est-à-dire quand on parle de la réforme du système des Nations Unies, c'est tout à fait normal de dire que non seulement les pays africains ou un pays africain doit être membre du Conseil de sécurité, mais il faut revoir cette histoire de veto. Parce que Israël a quand même les mains libres et fait ce qu'il veut pour dire. Et c'est vraiment dommage pour la crédibilité internationale. Juste pour sortir, 30 secondes. Pourquoi Israël gagnerait à faire la paix? Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que faire la paix signifie résoudre la question de Jérusalem. Donc, il y a d'autres enjeux. Oui, c'est extrêmement compliqué. Pourtant, il faut aller vers là. Y compris même la solution de 2 États. Tout à fait. Voilà. D'accord, on espère de toute façon qu'ils vont pouvoir trouver une solution. D'autres générations vont résoudre. C'est ce que je voulais dire également, parce que cette guerre est reconnue officiellement dans les 5 Corans. Oui. Qu'il y aura la guerre. Et si à la fin de la guerre, ça veut dire que Israël n'existe plus. La mosquée de Jérusalem est la 2e mosquée du monde, après la Kaaba. La 3e, c'est au niveau de Medina. Donc vous voyez que c'est très sérieux. D'accord. Les Arabes, même s'il y a la paix, ils n'arrêteront jamais tant qu'Israël ne quitte pas Gaza pour leur remettre la Terre Sainte. Donc ça veut dire que c'est une guerre qui a des ramifications historiques. Et d'un autre côté, avec les Américains, c'est une guerre économique. Ils veulent profiter de l'économie du Moyen-Orient pour faire peut-être le cas du pétrole. On prend ce cadre-là. Ils veulent s'enrichir. Mais tel n'est pas avec les Arabes. Avec les Arabes, ce n'est pas le problème économique. D'accord. C'est un problème des terres saintes que les Juifs sont venus occuper et qu'on les a casés et ils ont accaparé également la 2e grande mosquée du monde. D'accord. Je vous suggère qu'on revienne donc au Cameroun pour parler de l'actualité qui meuble la scène politique depuis quelques semaines maintenant, 28 ans d'alliance, de soutien au régime en place. Qu'est-ce qui a motivé la rupture de cette alliance historique entre le FSNC, l'UNDP et le RDP? C'est la question que je vous la pose, Boba Morlo. Ah bon? Qu'est-ce qui a motivé la rupture du FNC et de l'UNDP avec le RDPC? C'est simple. C'est simple. Il ne faudrait pas qu'on essaie de croire que l'UNDP est parti de là parce qu'ils étaient bien. Nous avons une plateforme gouvernementale que j'ai d'ailleurs ici. Cette plateforme gouvernementale a des clauses. Les clauses, je l'ai répété encore hier à Canal 2, n'ont pas été respectées. Je peux prendre le cadre simple. L'UNDP avait fait des propositions de loi à l'Assemblée pour revoir certaines lois à l'Assemblée. Les élections présidentielles à 2 tours. Il faut revoir le code électoral pour que ça soit favorable et ça doit répondre à un système démocratique.
pour ne citer que les deux cadres. Le RDPC, avec ses élus à l'Assemblée, comme ils se sont sentis majoritaires, jusque-là, n'ont jamais répondu favorablement à cela. Bon, vous savez, quand on entre dans un gouvernement, on vous donne un poste de ministre. C'est pour que vous apportez un plus. Mais si déjà les textes, on voit à la longue, les textes, les Camerounais ne sont pas heureux. On parle de la démocratie, mais il n'y a pas la démocratie au Cameroun. Pourquoi il n'y a pas la démocratie? On vous dit, on a un mandat illimité. Et les gens l'ont fait expressément en faveur peut-être d'un seul individu qui doit s'éterniser au pouvoir. Je demande à mes frères du RDPC, je ne sais pas si on va continuer ainsi pour faire plaire à un seul individu. Ou bien on doit travailler pour que l'entièreté du Cameroun se sente à l'aise. Nous sommes un État. Les citoyens, où est alors leur place? Il n'y a pas du respect. Si on respectait le peuple camerounais depuis 1991, qui a eu le multipartisme, les élections présidentielles et législatives de 92, aujourd'hui on ne serait pas là. On devait dire au moins, bon, le texte-ci est en train d'emboîter. Pourquoi les gens ont peur d'ouvrir la démocratie en appliquant, en revoyant même les textes? Vous croyez qu'on peut gagner facilement avec le système actuel où on vous dit que quelqu'un a un mandat illimité? Je crois que ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas de sérieux dedans. Un mandat illimité, c'est-à-dire? Il veut dire qu'être rééligible... Rééligible à tout moment, alors qu'on pouvait dire aujourd'hui, bon, le mandat limité, si c'est 7 ans, rééligible une seule fois ou 2 fois. Ça se comprenait. Mais si on vous dit illimité, mais c'est pas. Et puis, l'élection, il n'y a pas une élection à 2 tours. Une majorité relative. C'est-à-dire, si vous sortez premier, vous avez 25%, vous gagnez les élections. Et vous êtes président de la République. Je ne sais pas si c'est possible. Non, il faudrait qu'on essaye de réfléchir en tant que citoyen, en tant que Camerounais. Et donc, ça veut dire que cette rupture est consécutive au non-respect des textes de la plateforme. C'est tout, ouais, les clauses de la plateforme. Ah, le RDPC. Si aujourd'hui, depuis 2000, admettons au moins en 2004, si on admettait au moins une élection présidentielle à 2 tours, on n'en serait pas là. 2011, on n'en serait pas là. 2018, on n'en serait pas. Nous sommes en 2025. Comment vous après 2025, c'est quand même 43 ans. C'est quand même 43 ans. Pourquoi vous avez attendu jusqu'à 2025? Parce que la plateforme... je l'ai dit, je le répète, c'est la tolérance. Quand un frère est en difficulté, et que la difficulté vous concerne aussi, le Cameroun d'Andine, s'il te plaît. Et on ne voulait pas arriver à un chaos. On ne voulait pas arriver à un chaos. Maintenant, Il fallait à tout prix accepter quand même, c'est-à-dire se rabaisser, accepter, apporter un bon souffle. Peut-être que ces gens vont réfléchir. Mais ils n'ont jamais réfléchi positivement. D'accord. Ils n'ont pensé qu'à se maintenir au pouvoir. C'est ce qui les intéresse. Et ça n'intéresse, c'est-à-dire ce problème n'arrange pas les citoyens camerounais. Le Cameroun est dans les difficultés énormes. Les guerres qui sont par-ci, par-là. Si l'UNDP ne donnait pas son coup de main et que le FNC ne donnait pas son coup de main, entendez-vous aujourd'hui on ne devait pas venir bavarder sur le plateau? Il faudrait qu'on soit quand même réaliste, il faut le reconnaître. D'accord. Serge-Henri Kelbé, si on s'en tient au développement de Bouba Monlo, j'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi le RDPC n'a-t-il pas respecté ses engagements pris dans le cadre de la plateforme avec le NDP et le FSNC?
Oui, je comprends votre question par qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous savez, Olivier, je suis à la limite même amusé quand j'entends M. Bouba s'exprimer. Je voudrais d'abord dire ici que concernant M. Bello Bouba, président national de l'UNDP, M. Bello Bouba ne peut pas dire fut, hein, mais est quelqu'un que le président Biya connaît très bien. Ces deux hommes se connaissent très bien. Tout à fait. Je peux même dire qu'ils sont des amis. Mais à leurs âges, je ne peux pas dire qu'ils furent des amis, mais ce sont des amis. Parce que M. Bello a été le premier ministre de M. Paul Biya. Si. Donc il lui faisait confiance. Il faut aussi dire qu'après le coup d'État manqué du 6 avril, M. Bello allait en exil et quand il revient, après les tractations, les accords qu'il a eu avec son ami, ils ont accepté qu'ils vont aux élections. Je vais sauter 92, là où il est troisième. Les élections présidentielles Oui. de 1992. Je les saute. Il est troisième avec moins de 20%. Je pars dans les élections législatives, où il a 68 députés de l'UNDP. Mais, monsieur, on ne refait pas ou on ne gère pas un pays dans la rue. C'est au Parlement. S'il fallait changer le code électoral, il aurait fallu seulement que les partis d'opposition, l'UPC, le MDR de Dakol Dassara et l'UNDP se mettent ensemble pour avoir la majorité et faire passer des lois. Vous ne pouvez pas être allié avec le RDPC pendant 28 ans. Vous n'arrivez pas à faire passer la volonté de modifier le code électoral. 1, soit sur la durée des mandats. 2, sur le mode du scrutin à 1 tour ou à 2 tours. 3, sur même la caution, les modalités, l'âge électoral. Ça, vous êtes comptable. Vous ne pouvez pas aujourd'hui venir sur un plateau de télé vouloir vous dédouaner de cela. Vous ne pouvez pas. C'est malsain. Et c'est là où je dis, pour l'UNDP, parce qu'on va parler tout à l'heure du FSNC de Issa Chiroma. Donc nous sommes encore sur le cas de l'UNDP. Si le ministre Bello avait démissionné de la plateforme, se sentant à l'étroit, parce que, disait-il, ils n'ont plus accès au président de la République, président national du RDPC, et céder la place à une nouvelle génération, j'aurais dit bravo. Mais ils démissionnent pour eux-mêmes être candidats. Je ne sais pas s'ils seront candidats jusqu'à la fin, mais le fait seulement de déclarer qu'ils sont candidats à la candidature, mais ça me pose un problème et je trouve ça, je dirais même, c'est de la malhonnêteté politique. C'est du judaïsme. C'est être Judas. Vous ne pouvez pas vivre avec une femme qui vous a fait des enfants. Quand il dit les enfants, c'est des postes ministériels. C'est les sénateurs que vous avez aujourd'hui, je crois, dans la Damawa. Ce n'est pas des arrangements avec le RDPC qu'ils ont 7 sénateurs. Ils ont des députés, ils ont des ministres, secrétaires généraux et des directeurs généraux de société. Aujourd'hui, ces enfants-là, qui ont naquis avec l'accord que vous avez au RDPC, ils quittent et ils disent que vraiment, ils regrettent. Cette femme-là, elle était sale, elle n'était pas belle, elle était... On ne fait pas ça en politique. Il faut rester gentleman. Oui, vous avez quitté la plateforme parce que selon vous, le RDPC n'a pas honoré certains engagements et puis tout. Vous quittez. C'est comme on parlera tout à l'heure du FSNC où le ministre Chiroma parle des emplois. On n'a pas pu produire des emplois. Quelqu'un qui a été 10 ans ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, lui-même, il se plaint dans le manifeste de 24 pages qu'il a écrit qu'on n'a pas pu créer. Mais qu'avez-vous fait des milliards comme étaient à votre disposition pour créer des emplois? Donc moi je trouve tout simplement que ces deux-là, on va parler de l'impact plus tard, mais ces deux-là, dans leur démarche, moi personnellement me déçoivent dans la mesure où non seulement ils quittent la plateforme, mais ils s'en vont être des potentiels candidats. Cette génération-là en politique est dépassée. Suivez mon regard. Mais est-ce que vous avez quand même
respecter vos engagements dans la plateforme. Mais écoutez, ils ont eu des postes ministériels. Ça faisait partie des clauses. Ça faisait partie des clauses. Mais ce sont des deals. Tout à fait. Ce sont des deals. Ils les ont. Ils ont eu tous les avantages. Ils ont un ministre d'État. Arrêtez mon confrère. S'il dit que ces deux-là sont déjà dépassés. Je vous ai dit, suivez mon regard. Non, suivez mon regard. Non, je suis dans la répondez aussi à ma question. Répondez aussi à ma question. C'est moi qui pose les questions. Est-ce que le RDPC, votre ma réponse est claire quand je dis suivez mon regard. D'accord. Ceux qui sont autour du plateau m'ont suivi. Oh, je suis pour le rajeunissement de la classe politique camerounaise. Okay. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle dynamique dans sa globalité. D'accord. Vous écoutez les deux, le RDPC, représentant du RDPC, représentant de l'UNDP. Quel est votre sentiment? Est-ce que cette rupture est consécutive à la volonté de la base militante ou bien c'est une cacophonie dans le respect de la plateforme, des dispositions de la plateforme? Je pense que les militants de base de l'UNDP ont lancé un appel à leur président national pour lui demander d'être candidat à l'élection présidentielle. Moi, je suis un responsable politique. Et un parti politique qui est un parti qui respecte les règles de la démocratie suit la voie de la base. Si la base vous demande de quitter, vous quittez. Donc, moi, je ne suis pas d'accord lorsque, depuis quelques jours, j'entends dans les médias les gens parler de judaïsme, de trahison. Moi, je pense qu'une alliance politique n'est pas éternelle. Ce n'est pas un mariage. Et même quand on se marie, on peut divorcer lorsque ça ne va pas. Je pense que l'alliance entre la plateforme gouvernementale entre l'UNDP et le RDPC a été mise en place après les élections législatives de 1997. Et cette plateforme, dont je n'ai pas les documents, avait prévu un certain nombre de choses. Moi, je me souviens lorsque le secrétaire général de l'UNDP, Flambon Gayap, le sénateur, expliquait cette plateforme. Il parlait de la démocratie, il parlait de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, il parlait de l'alternance au pouvoir. Et souvenez-vous, en 1997, il y avait encore l'article 8 de la Constitution qui prévoyait la limitation des mandats présidentiels. Vous savez qu'en 2008, le verrou de la limitation des mandats a été sauté pour permettre à M. Biya d'être candidat à vie. Dans ces conditions, je pense que l'UNDP s'est senti quand même un peu désabusé par rapport à ça. Il y a eu d'autres faits, parce que tout à l'heure, le représentant du RDPC, mon très cher ami Kelbe, a dit que l'UNDP a eu des ministres, a eu les DG des sociétés d'État et a eu un certain nombre d'avantages politiques sur le terrain. Moi, je m'inscris en faux contre les avantages politiques sur le terrain que l'UNDP aurait eu. Souvenez-vous, en 2013, le SDF a obtenu 7 sénateurs dans la Damawa, alors que c'est le RDPC qui avait la majorité des conseillers municipaux. Ils ont refusé de voter pour l'UNDP. Ils ont préféré donner les 7 sénateurs au SDF. Je voudrais également rappeler ici que le parti qui est farouchement combattu dans le Grand Nord, c'est l'UNDP. Souvenez-vous des persécutions du jeune maire Célestin Yandal, qui a eu tous les problèmes dans le Grand Nord avec le Lamido et avec les autorités administratives. Moi, je pense même que je reproche au président Bello d'avoir beaucoup patienté. Voilà. Normalement, il devait démissionner de ce gouvernement depuis très longtemps. Il était à la joie aussi. Les raisons pour lesquelles il est resté aussi longtemps, je crois que lui seul, il expliquera ça aux Camerounais. Pour l'instant, je ne pense pas qu'un homme politique doit donner des leçons à un autre homme politique. Parce que la politique est une question de rapport de force sur le terrain. M. Bello a démissionné, il a déclaré sa candidature
pour l'élection présidentielle en ayant décrit l'échec du système. Ça veut dire qu'il se range désormais du côté de l'opposition. L'échec de leur système. L'échec du système. De leur système. L'échec du système. Moi, j'utilise mes mots. Voilà. Il a fait le bilan d'échec du système et il a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Ça veut dire que pour M. Bello, il est temps que les choses changent dans ce pays. Maintenant, pour le bilan de sa participation au gouvernement, il lui reviendra le moment venu d'expliquer ça aux Camerounais. Mais en ce qui me concerne, moi je note que l'opposition ne peut que se frotter les mains. Parce que vous savez très bien que l'alliance entre l'UNDP et le RDPC a complètement fragilisé l'opposition dans le Grand Nord du pays. Et l'arrivée de M. Issa Chiroma dans le gouvernement a davantage encore fragilisé l'opposition, faisant en sorte que le Grand Nord devienne un vivier même de fraude électorale en faveur de M. Paul Biya lorsqu'il s'agit de l'élection présidentielle. Je précise élection présidentielle parce que le RDPC ne s'est jamais désisté dans une circonscription en faveur de l'UNDP depuis que cette plateforme a été signée jusqu'à aujourd'hui. Et je pense même que l'UNDP a été totalement berné dans cette plateforme. Donc, pour ma part, l'UNDP peut-être avait des raisons tactiques et stratégiques d'être resté au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Peut-être c'était un compromis et non une compromission. Peut-être c'était une façon de mieux se préparer par rapport aux échéances à venir. J'ai noté également que ce soit Bello ou Chiroma, d'aucuns disent qu'ils avaient signé l'accord politique avec quelqu'un qu'ils ne voient plus depuis quelque temps. C'est-à-dire le président de la République qui a délégué ses pouvoirs à d'autres personnes, de sorte que le pays se gère désormais par procuration. Et dans ces conditions-là, ils ne se sentent plus en capacité d'assumer devant leur conscience les engagements qu'ils ont pris. Moi, je pense que pour un homme politique qui a des valeurs, qui a des idées, des principes, vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un qui n'a pas été élu au suffrage universel dirige un pays par procuration, comme c'est le cas aujourd'hui. Pour un homme politique, c'est très très difficile d'accepter. Donc je peux très bien comprendre la position de ces deux leaders. D'accord. René Roger, il y a quand même quelques curiosités qu'on peut soulever dans ces deux sorties. Du fait que les deux aient attendu 28 ans, malgré les malaises qu'ils ressentaient par le passé. Chiroma, c'est 19 ans. Oui, 19 ans, pas le passé. Ils sortent au même moment et puis ils désistent non seulement de la plateforme mais aussi le gouvernement au même moment. Est-ce que c'est une stratégie ou bien c'est juste un fait de hasard? Non, ça ne peut pas être un fait du hasard. Ça ne peut pas être un fait du hasard, non. Ça, c'est pas... On ne doit même pas épiloguer là-dessus pendant longtemps. Bon, voilà. Mais, Carlos a dit tout à l'heure que leur sortie du gouvernement devrait être une aubaine pour l'opposition. Peut-être. Bon, on en parlera tout à l'heure quand on abordera la question de leur impact sur la prochaine élection. Mais moi, je voudrais quand même marquer un peu mon désaccord avec ce qu'a dit M. Bello, sur 2 points au moins. Hein, parce qu'il a dit que les raisons qui ont fait en sorte qu'ils sortent de cette alliance, il a cité le fait qu'on ait fait sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels et puis le fait qu'on n'ait jamais... La réforme électorale. Qu'on n'ait pas voté la réforme électorale, n'est-ce pas? Bon. Sur la levée du verrou, en 2008. Oui, en 2008. Mais ils auraient dû donc quitter le gouvernement à ce niveau-là. Vous auriez dû dire non, ça ne cadre pas avec notre perception de la politique. Vous auriez dû quitter. On était sur les démarches, mais seulement qu'il n'y a pas d'écoute. Vous auriez dû quitter à ce moment-là. 20 ans. Vous auriez dû quitter. Parce que 2008, ça fait combien? 17 ans, je crois. Oui. Vous auriez dû quitter. Vous aviez déjà fait 10 ans, à peu près.
vous auriez dû partir. Vous n'auriez pas attendu 17 ans pour partir. Ça, c'est d'un. De deux, vous parlez du code électoral qui n'a pas été changé et vous accusez votre ancien époux, parce que c'est un mariage, hein. Vous accusez votre ancien époux. Mais nous avons mis sur pied une plateforme des partis politiques de l'opposition et certaines associations de la société civile. Nous avons préparé un projet de modification du code électoral. Et nous avons organisé, qui était d'ailleurs appuyé par les missions diplomatiques accréditées au Cameroun, nous avons organisé une grande réunion à l'hôtel, dans un hôtel de la place à Yaoundé pour présenter ces modifications-là. Nous avons été empêchés de siéger. Vous auriez dû démissionner. Vous auriez dû démissionner. Donc vous ne pouvez pas avoir cautionné tout cela. La limitation de mandat, vous avez cautionné. Vous n'êtes pas sorti. Vous n'avez même pas critiqué. Vous n'avez même pas fait une simple sortie. Vous avez voté les lois. On a fait bien des sorties. Vous avez voté les lois. Si il y a eu des propositions de loi à l'Assemblée, ça veut dire qu'il y a eu des sorties. Non, vous n'avez pas fait une sortie publique pour dire que nous sommes contre la levée de la limitation de mandat. Vous ne l'avez pas fait. Donc, je dis que vraiment, ce n'est pas... Ça, c'est... Mais moi, monsieur Olivier, ces deux grandes personnalités, monsieur Issa Chiroma et monsieur Boulba, sont des ressortissants du Septentrion. Et parmi les raisons qu'ils ont invoquées, ils ont décrié la grande misère de cette aire géographique du pays. Tout à fait. D'accord? Mais il faut quand même dire que le Septentrion est une région qui a d'énormes potentialités. Il suffit simplement qu'on mette sur pied des politiques publiques efficientes pour valoriser cet énorme potentiel-là, aussi bien sur le plan économique, sur le plan social, culturel, etc. Humain. Humain, tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Donc c'est ça. Il faut seulement qu'on mette sur pied des politiques. Et vous êtes resté donc comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, vous savez, Olivier, le Septentrion ne se fera plus avoir cette fois-ci. Parce que le cri de cœur qui sort du Septentrion est fondé. Les populations du Septentrion ont raison de crier leur ras-le-bol. C'est pour ça que si aujourd'hui, nous devons fustiger les tenants du parti du régime politique actuel, c'est-à-dire le président de la République et le RDPC, mais il faut aussi rapidement fustiger ceux qui les ont aidés à gérer le pays dans cette période de temps-là et laquelle gestion a mis le Septentrion dans cette situation-là. Parce qu'en politique, l'un des marqueurs principaux de la crédibilité, c'est la constance. C'est la constance. Vous comprenez? Regardez, monsieur, ces leaders ont donné l'impression qu'ils ont privilégié leurs intérêts personnels au détriment des intérêts des populations. Ça, il faut le dire. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça en politique? On peut faire de la politique et être bon, et être humain, et avoir de l'empathie pour les populations. Tenez, M. Cabral Libi n'est pas du Septentrion, mais vous l'avez vu à Mokolo, distribuer quand même les tables bancs dans les établissements scolaires. Vous l'avez vu en 2020, dans le Septentrion, aller soutenir ses camarades du parti qui étaient engagés dans les élections municipales et législatives. Or, vous n'avez pas vu un de ces deux leaders descendre au sud, soutenir leurs propres camarades. Vous ne les avez pas vus lors des élections de 2020. Vous avez vu Cabral Libi dans le maillot d'Anaï, pendant quand il y a eu inondation. Il est allé au secours des victimes. Il n'est pas du Nord. Exactement comme il a fait dans son Makap natal lorsqu'il y a eu des inondations. Vous comprenez? Vous avez vu Cabral Libi dans la Damawa distribuer les moulins à écraser, distribuer des machines à coudre. Vous l'avez vu là-bas. Il n'est pas du Nord. Il n'est pas du Nord. D'accord. Boba Molo, je voudrais qu'on parle un peu des démissions, parce que on sait officiellement que le ministre Issa Chiroma lui-même, dans une sortie, une vidéo, a précisé qu'il a démissionné et les raisons qui l'ont poussé à démissionner, mais jusqu'à présent, on ne sait toujours pas si le président Bello Bouba Margari a démissionné. Est-ce que c'est le cas? La démission, pour le moment, ce n'est pas officiel. Mais seulement que les gardes du corps du ministre Bello, du ministre Diallo, Aboubakar et leurs chauffeurs ont été rappelés à la SED.
Le reste, c'est à vous, les journalistes, d'aller fouiller la source. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe là, M. Bouga? Non. C'est pas la lettre de démission. Non, C'est pas la lettre de démission. c'est pas la lettre de démission. C'est pas la lettre de démission. Je croyais que vous voulez la donner au RDPC. Sur le plateau. Ça veut dire, Bouba Monlo, concrètement, officiellement, la démission n'est pas encore déposée, ou bien, parce qu'il faut être clair. Ça veut dire que le ministre Bello n'a pas encore démissionné, mais il y a des signes. Je ne sais pas si on peut rappeler le garde-corps et le chauffeur sans toutefois recevoir une démission. C'est à vous, les journalistes, d'aller fouiller à la source. Est-ce que la décision de rupture de l'UNDP a été unanimement acceptée au sein de... Si. J'ai cette lettre ici. Non, c'est pas la impression. Elle n'a pas été unanimement acceptée parce que vous avez une secrétaire d'État qui, elle, a dit qu'elle jouit d'un décret et qu'elle ne démissionnera pas parce qu'elle n'a pas été consultée par l'action prise par le président. Donc, comprenez que le ministre Bello va peut-être partir, mais il ne partira pas avec tous ses militants. Que se passe-t-il au sein du comité central, Bouba Monlo? Au sein du comité central, il n'y a aucun problème. Même Mme Rose Dibon a été consultée. Si elle veut se maintenir pour le décret, elle se maintient pour le décret. Mais nous allons nous atteler sur les statuts et règlements intérieurs. L'article 8, alinéa 2 des statuts, auto-exclusion. Également, on applique donc l'article 9, alinéa 1 des règlements intérieurs. Je crois bien que son problème sera balayé. De tête ici, mais ces articles-là prévoient quoi exactement? Nous avons le statut et règlement intérieur du parti. Ah, c'est ça qu'il y avait dans l'enveloppe. Voilà, Je pensais que c'était la démission. Il faudrait qu'on fasse lecture. Qu'est-ce que... Là, c'est quoi? C'est le règlement intérieur du parti? Oui, le statut. Qu'est-ce que l'article 9 nous dit? Dites-nous ça de mémoire. Non. Oui. Faudrait article 14, article 10, article 5, 6. Vous dites que les deux, Olivier, vous dites que les deux là ont rompu. Oui, mais ils ont rompu. Ça, c'est 7-8. Oui. Article 8, alinéa 2. Alinéa 2, c'est ici. Est considéré comme auto-exclu tout militant qui crée son propre parti politique, adhère à un autre parti politique ou à une association dépendant d'un autre parti politique ou qui pose des actes ou fait des déclarations manifestement contraires à la ligne politique de l'UNDP, notamment en participant à un gouvernement central ou un exécutif d'une collectivité territoriale décentralisée sans l'accord préalable de l'UNDP. Elle a même dit qu'elle connaît très bien les textes. En concluant ou en adhérant à un accord politique ou électoral avec un autre parti politique sans l'accord de l'UNDP. En s'affiliant à un groupe d'élus autre que celui de l'UNDP ou celui choisi par l'UNDP au Parlement ou dans une assemblée locale. D'accord. Donc, de toute façon, politiquement, elle ne peut pas que Rose Dibon risque l'exclusion au cas où elle ne démissionne pas du gouvernement. Justement. On n'a pas besoin de... les textes sont clairs, on les a lus, on comprend qu'elle sera à condition qu'on peut lui accorder quelques jours si elle change d'avis. Mais politiquement, vous pensez qu'elle faisait quoi? Elle a apporté combien de suffrages dans l'Union? Même s'il n'a pas apporté... Puisque vous avez la parole, Serge Henri, je vous pose cette question. Qu'est-ce que les ministres Bello Bouba et Issa Chiroma risquent? Est-ce qu'on ne risque pas un rouleau compresseur qui va se dérouler sur... Non, je ne pense pas que... des dossiers, l'opération... Non, il n'y a aucun intérêt à aller à une chasse aux sorcières. Je pense qu'il faut rester gentleman. C'est vrai que nous sommes en politique et qu'on peut recevoir des coups en bas de la ceinture, comme on les a vus dans les grandes démocraties françaises avec la Toscane ou d'autres affaires aux États-Unis. Mais il faut rester gentleman. Je vous ai dit dès le départ que
Pour le ministre Bello, c'est un ami au président Paul Biya, au-delà du fait qu'ils sont tous des politiciens. Sorti des affaires, lorsque vous avez été appelé à gérer l'argent du contribuable, il est tout à fait normal quand même qu'à un moment donné, vous rendiez compte. Donc ce n'est pas seulement une affaire de l'UNDP, du FSNC, même dans le RDPC, je pense que certaines personnes ont été interpellées. Dans les jours qui viennent, d'autres personnes seront appelées à rendre des comptes sur n'est-ce pas, la gestion des biens publics. Il faut aussi remarquer que tous, lorsqu'ils disent qu'ils démissionnent, ils font un repli dans leur base électorale. Je ne veux pas dire un repli identitaire, mais ils vont à leur base. Sauf que ce qu'ils oublient, vous parlez tout à l'heure du sénateur Flambeau Ngayab, il est nommé par le président de la République, nommé par le chef de l'État, président d'un autre parti. Donc le RDPC a donné tellement de biscuits, a été tellement large avec ses alliés que je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui nous allons sortir le couteau pour couper les têtes. Nous sommes en politique et il a bien dit, nous sommes à une élection à un tour. Il faut rester gentleman. Nous, RDPC, ça je vous assure, nous travaillons. Et je peux vous dire avec certitude, le paysage électoral au Cameroun a complètement changé. Je commence par la base de nos amis du SDF ou anciens amis du SDF. Le SDF n'a plus de base dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les populations sont presque parties. Les populations ne votent presque plus. Ils sont éparpillés ici, dans la partie sud du Cameroun. Ça rabat les cartes. Avec la crise à l'extrême nord, avec Boko Haram, en 2018, excusez-moi l'expression, je ne sais pas si elle est péjorative, mais je ne sais pas quoi dire, ce que vous appelez, ou qu'on appelle les babanas sur la rue là aujourd'hui, qui conduisent les motos, ils ont plus de 21 ans, ils votent. Ça rabat le paysage électoral. Ils sont descendus des montagnes et ils sont actuellement dans les villes de Douala, Yaoundé et je crois même Ebolova, où il faut aller chercher l'électorat ailleurs. Donc, ce vivier dont on nous parle depuis que l'extrême nord, je vous assure, si vous allez à Elikam, sur les plus de 8 300 000 électeurs actuellement inscrits, nous n'allons plus dire que l'extrême nord est le fief. La chasse gardée. Non, même pas la chasse gardée, est la région qui élit le président. Parce que même aux États-Unis, ça existe. Lorsque vous avez gagné le Nebraska, le Kentucky, l'Arizona, certains États là, vous êtes sûr que vous avez une tendance à gagner. Lorsque vous gagnez à l'extrême nord, avec, comme j'ai eu ici, les résultats du président Biya en 2018, l'extrême nord, 89% des plus de 1 million qui étaient inscrits. Et vous avez dans la Damawa c'est sensiblement l'ouest, le même électorat que l'ouest, sensiblement plus ou moins. Mais l'extrême nord était quand même une région phare où quand vous avez gagné avec un grand pourcentage, vous êtes sûr qu'avec quelques voix dans le centre, le sud et le littoral, vous pouvez déjà dépasser les 30% des électeurs. Donc dans une élection à un tour, on ne cherche pas forcément à avoir 50, 62 ou 72. Donc moi je ne vois donc pas la raison pour laquelle nous allons nous livrer à une chasse aux sorcières à nos anciens alliés. Ça ferait peut-être, vous étiez marié à une dame, une fois que le mariage finit, je vais te pourrir la vie, je vais arracher ta voiture, je vais prendre tes enfants. Je ne pense pas que le président Biya et ceux qui l'entourent, généralement, je pense au secrétaire général Kouité, nous, honnêtement, je ne vais pas dire que ça ne nous fait pas chaud ni froid, c'est regrettable, hein? On regrette, il faut prendre ça au sérieux et tenir compte de l'enjeu politique que ces deux alliés pesaient. Mais nous sommes alliés à un tour, nous sommes à une élection à un tour et on pense que le RDPC a encore tout pour se maintenir au pouvoir. Carlos Ngoualem, nous sommes à 4 mois de... 3 mois. 3 mois de l'élection présidentielle. Quel crédit accordez-vous à ces sorties, à ces candidatures même déclarées?
de l'UNDP et FSNC? Non, il faut prendre ça très très au sérieux. Parce que, contrairement à certains membres du gouvernement qui sont des fonctionnaires à qui le chef de l'État a donné le décret, M. Bello Bouba est un homme politique. M. Chiroma est un homme politique. Ils ont gagné le décret sur le terrain et non par la magnanimité du chef de l'État. Donc moi je pense que vous ne pouvez pas traiter ces deux hommes d'État comme vous traitez par exemple Manaouda Marachi par exemple. Non, le président Bello a été nommé par des cooptations. S'il vous plaît. Il n'a pas gagné à une élection comme en France ça se fait. Quand vous gagnez une élection en tant que député, vous pouvez aller être ministre parce que vous êtes populaire. Il a été nommé, il n'a pas été nommé par magnanimité. Monsieur Bello a été nommé à l'issue des élections législatives de 1997. Il fut... Je ne parle pas du ministre Bello. Je parle de Chiroma. Vous avez dit que M. Bello... Je parle du ministre Chiroma. M. Bello a été nommé au gouvernement et c'est d'ailleurs le seul parti politique qui a une plateforme gouvernementale. Les autres membres du gouvernement issus des autres partis politiques n'ont pas de plateforme. Comme le FSNC, le Momo, ils n'ont pas de plateforme. Mais Bello Bouba a un document. Même le professeur Maurice Kamto n'avait pas de... Je dis même le professeur... Oui, le professeur Maurice Kamto, quand il est entré dans le gouvernement, il n'avait pas de plateforme. Je ne sais pas. Il faut généraliser le contexte. Je crois que le professeur Kamto a démissionné depuis 2011. Et il est entré au gouvernement après l'affaire Bakassi, où il était appelé à apporter son expertise et à pouvoir discuter avec les partenaires nigérians au même niveau. Parce que les gens avec qui il discutait étaient des membres du gouvernement au Nigeria et au Cameroun, il n'était pas ministre. Donc il a donc fallu qu'il soit nommé au gouvernement pour que, quand il discute avec ces gens-là, qu'ils discutent au même niveau. Quand j'ai fini de dire ça... excuse parce que les non, on ne parle pas de ça. Non, ce n'est pas le sujet. N'était pas ministre. Il faut laisser ça. Non, ce n'est pas le sujet. Non, Serge Henri, oui, mais c'est pas vrai. J'ai ouvert une parenthèse et je la referme. C'était une parenthèse, s'il vous plaît. J'ai ouvert une parenthèse et je la referme. Il faut dire ça aux électeurs qui nous suivent. Non, je la referme pour dire que... Voilà, mais c'est faux. Pour dire que M. Bello et M. Chiroma, c'est des hommes politiques de poids lourd. Et c'est pour ça que vous avez constaté que depuis leur démission du gouvernement, le parti au pouvoir agite le torchon du tribalisme et même de ce que je peux appeler de clivage. Clivage ethnique, islamo-peul contre les kidis. Parce que j'ai entendu dire que ce sont les peuples qui ont démissionné et que les autres peuples du Grand Nord, ils n'ont pas démissionné du gouvernement. Moi, je voudrais... On me dit que c'est les musulmans qui ont démissionné, mais on ne connaît pas encore l'ethnie de ces gens. On ne les connaît pas. Eux-mêmes, s'ils se mettent à vous dire que je suis de telle ethnie, moi, par exemple, je suis Giziga, voilà, de père, voilà, Guidar de mère. Ça ne veut pas dire que je suis Peul. Voilà. Ouais. Mais grandement, j'ai le nom arabe, Bouba Yaya. Monglo, c'est le nom Guidar. Donc, je voudrais donc m'inscrire en faux contre cette tentative de tribalisation du jeu politique qui est le sport favori du parti au pouvoir. Je pense que le Grand Nord, c'est une localité qui connaît beaucoup de problèmes. D'ailleurs, tout le Cameroun entier connaît les problèmes, mais les responsables politiques du Grand Nord, lorsqu'ils décrivent la situation là-bas, j'ai l'habitude d'acheter le journal de mon ami Gibaï Gatama, L'Œil du Sahel, qui décrit des situations abracadabrantes au nord, où plus d'1 million d'enfants et c'est lui qui parle de 10 millions de nordistes. Vont à l'école et prennent les cours assis à même le sol. Pour ça, c'est vérifié. Je pense que c'est des choses qui sont totalement inhumaines. Lorsque vous êtes président de la République et après 43 ans au pouvoir, vous avez encore ce genre d'image dans votre pays, vous devez quand même vous poser des questions. Je voudrais également dire que je refuse de juger Bello ou M. Chiroma parce que c'est des hommes politiques
qui ont connu des aides et des PAMU dans ce pays. M. Bello Bouba, après le coup d'État du 6 avril 1984, a été contraint de vivre en exil. M. Issa Chiroma, c'est un ancien prisonnier politique dans ce pays. Et donc, vous ne pouvez pas juger des gens qui ont des trajectoires comme celle-là, c'est-à-dire des gens qui ont souffert dans leur chair et qui ont dû adopter une posture politique dans un exercice de suivi, je pourrais dire ça comme ça, politique, pour relancer leur carrière. Il aurait pu mourir en prison. On ne parlerait plus de lui. Donc, moi, je pense que le Cameroun aujourd'hui est à la croisée des chemins. Et je voudrais saluer le courage politique de M. Chiroma et de M. Bello Bouba Magari, qui ont eu le courage de démissionner. Parce que la démission au Cameroun est un acte de courage. Moi, je vois par exemple des ministres, lorsqu'on leur pose la question de savoir s'ils peuvent démissionner, ils disent « moi, quoi ?» Vous parlez de quoi? Donc, quand vous voyez des gens qui démissionnent, et quand vous regardez l'histoire des gouvernements au Cameroun, après 43 ans au pouvoir, c'est à peine 5 ministres qui ont eu à démissionner du gouvernement. À peine 5 qui ont eu à démissionner. Ça veut dire que démissionner du gouvernement est un événement au Cameroun. Et ce qui m'intéresse, c'est que j'ai lu la vingtaine de pages de ce que M. Chiroma a proposé aux Camerounais. Et moi, j'ai vu du Chiroma dans cette vingtaine de pages qu'il a publié, à savoir l'homme politique qui observe la société, qui prend des positions, qui propose. En réalité, c'était pratiquement un projet de société qu'il a présenté. Et moi, je pense, de mon point de vue, que les Camerounais qui veulent le changement dans le pays devraient plutôt applaudir. Moi, je pense que si quelqu'un est résolument du côté de l'opposition, il ne devrait pas fustiger l'acte qui a été posé par ces deux hommes d'État. Nous devons plutôt les féliciter parce que quand ils étaient dans l'alliance avec le RDPC, il y avait le Grand Nord qui, d'abord d'un point de vue psychologique, était déjà un problème pour l'opposition. Parce qu'on savait déjà que tous les leaders politiques du Grand Nord sont du côté du RDPC. Et le RDPC, dans sa propagande, présentait l'axe Nord-Sud comme étant l'équation pour gagner les élections et continuer de régner à la tête. Aujourd'hui, que cette équation n'existe plus. Parce que ça n'existe plus. Contrairement à ce que j'ai entendu... Excusez-moi. Contrairement à ce que j'ai entendu M. Grégoire Onadi sur RFI en disant qu'ils ne sont pas les seuls hommes politiques et qu'on va nommer d'autres personnes. Moi, je rappelle toujours aux gens que la politique, c'est une question de rapport de force. Et le rapport de force, c'est sur le terrain. Ce n'est pas dans les proclamations, ce n'est pas dans la propagande. M. Chiroma et M. Bello Bouba, ce sont des gens qui ont le terrain. Et on ne peut pas envisager le combat de l'alternance dans ce pays en excluant ces deux-là. Maître René Roger Bébé, quel impact ces deux sorties FSNC et UNDP pourra avoir sur le socle politique dans le Grand Nord? Très bien. Je voudrais d'abord dire que bon, c'est vrai que, comme l'a dit M. Kelbert, dans une élection à un tour, on ne se focalise pas beaucoup sur le pourcentage. Il suffit d'arriver en premier pour passer. C'est vrai, ça c'est sur le plan légal. Mais sur le plan de la légitimité politique, ça pose un problème. Ça pose un problème. Bon, je vois depuis le début de l'émission l'effort que fait Carlos Ngoualem pour essayer d'amadouer M. Issa Chiroma et Bello Bouba. Depuis le début de l'émission, il est venu chanter leur louange. C'est la stratégie de leur parti. Vous comprenez? Mais je dis que cette approche, c'est une approche en vue du mariage de la carpe et du lapin. Vous comprenez, hein? Parce que
le candidat, nous sommes tous de l'opposition. Vous comprenez? Que ce soit ceux qui nous ont rejoints dans l'opposition aujourd'hui, ou Carlos et moi, nous sommes de l'opposition. Mais il faut se dire d'abord les vérités, avant d'aller même vers un rapprochement ou vers une mutualisation. Il faut se dire les vérités, devant les Camerounais. Vous comprenez? Donc, dire qu'il faut applaudir, non. Mais je ne dis pas qu'il faut les exclure du combat en vue de la conquête du pouvoir. Ils sont des partenaires. Nous allons voir comment nous pouvons travailler avec eux. Maintenant, vous me posez la question de savoir quel peut être l'impact de leur démission, donc de leur reversement dans l'opposition en vue de la conquête du pouvoir. Oui, nous devons travailler avec eux. Vous comprenez? Nous devons travailler avec eux. Mais il ne faut pas qu'ils viennent avec l'idée que le Grand Nord, c'est-à-dire le Septentrion, est leur chasse gardée. Non. Permettez-moi. Vous comprenez? Parce que c'est ce que je sens en eux. Mais je voudrais leur rappeler. Attendez. Je ne cherche pas les alliés. Je ne sais pas, je ne parle pas au nom de... Attendez. Oui. Je voulais lui dire que en 92, ils étaient au plus fort de leur notoriété. Ils n'étaient pas premiers dans le Septentrion. Ils n'étaient même pas deuxième. Le RDPC était premier, le SDF était deuxième, et ils sont arrivés troisième. Bello Bouba est arrivé troisième à l'élection présidentielle. Même les élections présidentielles qui ont suivi, Garga Aman Adji, qui était très célèbre à l'époque et tout, avait été battu systématiquement par des candidats qui n'étaient pas du Septentrion. Or, aujourd'hui, M. Kelbe vous l'a dit avec beaucoup de pertinence, il y a redistribution des cartes. Dans le Grand Nord. Dans le Cameroun entier, y compris dans le Grand Nord. Je vous ai parlé, par exemple, de la percée de quelqu'un comme Cabral Libi dans le Grand Nord. C'est indéniable. C'est indéniable. Aujourd'hui, les populations du Septentrion savent que Cabral Libi les porte dans leur cœur. Ils ont une place particulière dans le cœur de Cabral. Vous ne pouvez donc pas leur dire que... Kamto. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, on ne parle pas de... Bien sûr. Mais vous êtes du FNC ou bien vous êtes du MNC. Je pose la question, est-ce que Cabral est plus fort que Kamto? Bien sûr. Puisque les... Peut-être lui pourra nous dire si Cabral est plus fort au nord que Kamto. Non, je ne crois pas. Non, lui, il a même un problème d'abord à résoudre, se faire accepter dans le Septentrion. Est-ce qu'on l'a rejeté là-bas? Non, parce qu'il vient d'ailleurs. Ils ont des comptes à rendre. Ils ont des comptes à rendre d'abord. Ils ne peuvent pas venir dire que c'est aujourd'hui, à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle, qu'ils se sont rendus compte que les choses ne marchent pas. C'est un problème. C'est ce que M. Chirouma a fait. C'est un véritable problème. C'est tactique. Vous comprenez? C'est un véritable problème. Ah ben si c'est tactique, ça... Il fallait prendre le RDPC à toute dernière minute pour qu'il n'ait pas le temps de se régénérer. Donc je voulais dire que ce sont des gens avec lesquels nous devons travailler. Vous comprenez? Parce que il faut d'abord savoir comment nous allons travailler avec eux. Dans le cadre de la mutualisation qui peut avoir lieu, il y a 2 cas de figure. Vous avez d'abord comme premier cas de figure la participation. La participation dans le cadre d'une mutualisation. La participation veut dire que vous venez, vous entrez dans un régime ou dans un système en vertu de votre compétence spéciale que vous avez ou bien en vertu d'un point de votre programme que vous allez développer. Vous comprenez? Ça, c'est la participation. Alors, quand vous prenez le cas de l'alliance, il y a là 2 modalités. Il y a le partenariat, c'est-à-dire vous venez, vous négociez. Vous négociez soit des postes, soit qu'on prenne certains points de votre programme pour l'intégrer dans le programme d'action générale. Ça, c'est le partenariat. Mais il y a aussi la soumission. C'est-à-dire vous entrez sans condition. Vous ne négociez rien. Phagocytose. S'il vous plaît, attendez. On vous phagocyte. Vous reniez même à la limite. Vous comprenez? Bon, je pense que c'était le cas, même s'ils avaient cette alliance-là, cette plateforme, je veux dire. Je ne pense pas qu'un seul point de cette plateforme a été respecté. D'ailleurs, ils vous le disent eux-mêmes. Vous comprenez? Mais nous devons les intégrer dans le combat. Après leur avoir dit la vérité, nous devons les intégrer dans le projet de reconquête du pouvoir. Ça peut être dans le cadre d'une candidature unique, mais il ne sera pas question de leur donner le leadership, c'est-à-dire la tête de cette mutualisation. D'accord. Il ne sera pas question. À 3 mois de l'élection présidentielle, est-ce que le calcul de l'UNDP n'a pas été un peu biaisé?
pour conquérir l'électorat sur le terrain? L'UNDP a existé depuis 1991, je crois. Donc, depuis le 25 mars 1991, c'est la date de création de l'UNDP. Ça veut dire que l'UNDP s'est préparé depuis cette création. Et d'ailleurs, nous avons dans les 10 régions nos organes de base, dans les 10 régions du Cameroun. Alors, avec ces responsables au niveau de la base, l'UNDP a fait suffisamment du travail. Aujourd'hui, il suffit de continuer ce qu'on a commencé à travailler sur le terrain. On était dans le renouvellement des organes de base jusqu'à nos jours qu'on n'a pas encore clos. C'est pour vous dire que nous sommes prêts pour les élections présidentielles. Je crois que, comme je l'ai dit, la panique est du côté de ceux-là qui se disent que nous, ils nous ont adoptés, comme disait quelqu'un. Ils vous ont soumis. Ils se disent qu'ils vous ont soumis. Ils nous ont soumis ou adoptés. C'est des termes qui existent. Mais je crois bien que la panique est rentrée dans ce camp. Qu'ils ne vous trompent pas. Ils vont tout dire. Qu'ils se sont préparés, ils sont prêts, ils vont gagner. Le RDPC est déraciné dans le Grand Nord. Et le RDPC est déraciné à l'ouest. Le RDPC est déraciné au nord-ouest et au sud-ouest. Le littoral de RDPC est déraciné. Vous allez le confirmer après les élections présidentielles. Je laisse encore le centre. L'Est a déjà écrit un mémorandum. Ils ont dit que plus jamais le RDPC. Il y a même le mémorandum du Sud. Ils ne sont pas dedans. Donc même au sud, les gens ont barré la semaine dernière les routes parce qu'ils n'ont pas l'électricité. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc le RDPC, ils sont forts dans l'aspect d'encourager, c'est-à-dire de se faire maintenir. Ils sont en panique. C'est tout ce que je puisse dire. C'est la femme qui dit ça de son mari, hein? C'est Jean-Henri. Elle sait de quoi elle parle. Si, je voudrais qu'on fasse un peu un focus sur la sortie du ministre Chiroma pour avoir un peu votre avis là-dessus, parce qu'il a fait une sortie dans une vidéo d'à peu près 5 minutes, dans laquelle il a fait quand même des déclarations assez fortes. Je vais faire un petit résumé pour vous. Parlant du président Biya, il dit « Il n'a plus la force physique, ce n'est pas Paul Biya qui gouverne. Pas de conseil de ministres en 14 ans, il est distant. Des ministres décédés et non remplacés, affaire Martinez-Zogo. Sans suite, il parle d'un syndrome de fin de règne, le gouvernement étant au service des puissances occultes. Il dénonce le fait que le chef de l'État soit inaccessible. On ne gouverne pas une nation, selon ses propos, par une procuration ou par délégation de pouvoir. Le fait qu'il n'ait pas désigné quelqu'un qui puisse lui succéder donne l'impression que le pouvoir était sa propriété. Issa Chiroma Bakari, c'est un ministre, baron de la République. On suppose que s'il fait des déclarations pareilles, il doit être à un certain niveau d'information. Quelle est votre analyse, votre commentaire à la suite de cette sortie? Comment est-ce que cette sortie du ministre est perçue au sein du RDPC, du pouvoir? Non, écoutez, on ne va pas faire la fine bouche, hein. Je vais déjà commencer par dire que l'occasion faisant le larron, on comprend que l'occasion, c'est le chef de l'État qui n'a plus la vigueur d'un jeune homme de 40 ans. C'est tout à fait normal. Il n'apprend à personne que le président a de l'âge. Et je viens de vous dire que globalement, au niveau du triangle national, la classe politique camerounaise doit être régénérée. Je vous ai dit de suivre mon regard. Maintenant, il suffit seulement de voir un peu les correspondances gouvernementales qui sont publiées ces jours-ci. Pour nous qui avons commencé la politique il y a plus d'une centaine d'années et qui sommes dans le RDPC il y a plus de 30 ans, on constate tout de suite que certaines instructions sont données
qui ne portent pas l'esprit et la griffe du président national du RDPC. Oui, ça il faut le reconnaître. À un moment donné, je m'étais même offusqué en disant que tout cela nous portera préjudice. Surtout que certaines instructions sont faites ou données par des frangins politiques. Des gens qui, à l'époque, lorsque nous, dans les années 92, on avait accepté de porter le président Biya de l'accompagner, ne rêvaient même pas militer dans le RDPC. Ils sont arrivés, sans expérience politique, prennent des décisions qui, bien évidemment, accablent aussi même certains militants du RDPC qui savent comment le président Biya a toujours travaillé, comment est-ce qu'il travaillait. Et donc, on se pose des questions. Le portrait ou le récit que fait le ministre Chirouma, sur ce plan-là, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Je pense que les conseils de ministres, on les voit, ne se tiennent pas, sont des réalités. Et c'est pendant les conseils de ministres qu'on a l'occasion de passer 45 secondes ou 1 minute à discuter d'un sujet important, même politique, avec le chef de l'État. Ce n'est pas le 20 mai, lorsqu'il fait un tour de salle, il salue tout le monde, qui va discuter des choses importantes dans ce brouhaha. Tout à fait. Il y a aussi une partie très importante du Cameroun qui est carrément dans le coma, la non-tenue du Conseil supérieur de la magistrature, et le ministre Laurent Esso, ministre d'État, n'est-ce pas, garde des Sceaux, ayant dit qu'il a plus de 856 dossiers disciplinaires, n'est-ce pas, de magistrats qu'il devait soumettre au Conseil supérieur de la magistrature. Cela n'étant pas fait, je pense que la justice, qui est le socle, n'est-ce pas, de la régulation d'un État, aussi en pâtit. Au vu donc de tout cela, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce que le président national du RDPC a encore tous les leviers, surtout avec les récentes nominations des chefs de délégation permanente dans les départements, même dans le RDPC, un militant lucide qui a vu le président national travailler, se pose des questions. Bon, mais je pense que c'est une conversation interne dans le parti. Avant certainement les élections, les sections vont se réunir, comme d'habitude, pour discuter d'un certain nombre de doléances qu'on va faire monter au comité central, même si le bureau politique de notre parti ne siège pas depuis. On doit se poser un certain nombre de questions en interne. Tenez, par exemple, nous parlons tout à l'heure des rues, des voiries, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, j'ouvre une parenthèse que je fais rapidement, vous sentez qu'on a un problème. Lorsqu'on arrive, nous-mêmes dans le parti, à nommer des personnes qui ne répondent pas à un certain nombre de profils. On se demande si c'est le président Biya qui travaillait comme ça. Et cela faisant, il est tout à fait évident que des personnes avec qui nous avons une alliance sur une plateforme se rendent compte que même de notre côté, les choses ne se font pas, n'est-ce pas, comme elles se faisaient avant, et c'est tout à fait normal de se poser un certain nombre de questions. Le ministre Chirouma a fait des constats que tout le monde a eu à faire depuis une dizaine d'années. Hein. Et M. Ngoualem l'a dit tout à l'heure, un contrat, un engagement peut à tout moment être rompu ou attaqué par une partie. Et je pense que c'est ce que le RDP, l'UNDP et le FSNC ont fait, en disant peut-être que, au-delà du fait que d'un côté ils accusent peut-être la non-mise en place des politiques publiques qu'ils ont peut-être définies, mais ils n'ont plus réellement d'interlocuteurs. Ou alors l'interlocuteur qu'ils avaient au RDPC n'est plus celui qu'ils ont actuellement. Et de ce fait, ils décident par exemple de sortir de l'accord. Mais je continue à redire, je reviens là-dessus, que moi, mon avis, ce qui me gêne et ce qui est choquant, c'est que non seulement ils sortent de l'accord, mais ils partent être candidats, ou alors ils veulent être un contrepoids
dans l'alliance dans laquelle ils se trouvaient il y a quelque temps. Ils sont libres, je ne dis pas non, mais ils doivent montrer leur liberté. Monsieur Ngoualem, ils doivent montrer leur bonne foi de contribuer à ce que les Camerounais disent la régénérescence des classes politiques camerounaises. Ce n'est pas de ça que Vous pensez que si, par exemple, le ministre Bello et le ministre Chiroma, par exemple, disaient qu'ils se retirent et ils soutenaient quelqu'un comme Guidaï Gaïtama pour ne rester que dans le Nord, ça ferait plus sérieux. Ou Cabral, lui, un jeune. Bon, peut-être Cabral, mais je parle de mouvement, leur mouvement de 10 millions le Nord. Non, c'est pour aller vers la... Parce que tous disent qu'ils veulent travailler pour la jeunesse. Oui, pour la jeunesse. Mais quelqu'un de 80 ans ne peut pas travailler pour la jeunesse. Je comprends que le MRC, je comprends peut-être vous, on ne parle peut-être pas de BS, je comprends que vous, cette partie de l'opposition, vous lorgnez aussi une alliance nord-ouest qui a fait les beaux jours du RDPC et pensez que cela arrivera. Non. C'est le mariage de la carpe et de la paix. Je vais vous faire comprendre. C'est la carpe et le lapin. Je vais vous faire comprendre que le président et maire, le président du PCRN et maire, bébé, vient de vous faire comprendre que le Nord ne pense pas. Non. Il est vice-président national et il est maire. Il est maire, voilà. Carlo, s'il te plaît, tu me laisses continuer, je vais me perdre pour chuter. Oui, allez-y. Il a dit tout à l'heure que le Nord n'a pas l'exclusivité de ses électeurs, de Ngaoundéré jusqu'à Kousseri. Vous n'avez pas le monopole en tant que nordiste. Les cartes de l'électorat camerounais sont rabattues à plat, éparpillées par des soubresauts exogènes et endogènes que nous vivons sur le triangle national. Donc il va falloir que tous les politiques, nous, au RDPC, nous avons commencé, en nommant nos chefs de délégation permanente, se mettent activement au travail et aillent vers les populations. Donc le déplacement de la sortie de M. Bibole Bouba et de M. Chiroma de la plateforme, si vous allez regarder leur poids politique dans la Damawa, sur 12 députés, ils n'ont même pas, ils ont 2, l'UNDP 2, le FSNC 2, le RDPC a 8. Quand vous allez dans le Nord, Garoua, sur 8 députés, ils n'ont, je crois, 0. Sur 20, ils ont 0. Et c'est ça, vous allez dans l'extrême Nord. C'est vous qui avez dit qu'ils ont un poids, M. Ngoualem, qu'ils ont un poids. Ce poids leur aurait conféré des sièges. Ce poids leur aurait conféré des sièges. Des sièges qu'ils n'ont pas. Maintenant, allons dans les communes, allons dans les conseillers régionaux. Ils n'ont pas de véritable poids. Ce qui va se passer là, ils vont faire, par exemple, un regroupement du Grand Nord, des nordistes, mais il y aura toujours des défections parce que c'est un projet politique qui ne peut pas réussir au Cameroun. Et je chute en disant que la chance que le Cameroun a, c'est que ni les grands blocs, les 3 grands composants, le grand bloc ouest, le grand bloc nord et le grand bloc sud, personne ne peut arriver au pouvoir sans des alliances. La chance donc que le RDPC a, c'est qu'en 43 ans, nous avons pioché un peu partout et nous avons pris le temps de mieux nous installer pour que, même avec 30, 36% ou 39%, le président Biya a déjà été élu avec 39% ici, et a fait un gouvernement d'union nationale en prenant quelques députés dans le Parlement, le MDR, l'UPC et le RDPC, pour faire un gouvernement d'union nationale, parce que le président, quand il est, entre guillemets, mal élu, avec moins de 50% quand même de suffrage, est obligé, dans les législatives, de composer et de ratisser l'âge pour faire un gouvernement stable et de pouvoir faire passer ces projets de loi. Donc nous, je vous le dis encore, rassurez-vous, M. Yaya, Bouba Yaya, le RDPC se sent quand même bousculé, mais nous sommes sereins pour une élection à un tour. Carlos Ngoualem, le ministre Issa Chiroma Bakary, dans sa sortie, demande aux partis politiques de faire leur aggiornamento. Est-ce que pour vous, c'est une façon pour lui d'appeler les partis politiques en 2025 à prendre leurs responsabilités? Bien entendu. Vous savez très bien que M. Issa Chiroma, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans les coalitions de l'opposition. Avant d'arriver au pouvoir, il a beaucoup travaillé dans les coalitions. En 2004, il faut savoir que c'était l'un des leaders de la coalition CN2R qui a finalement volé en éclats en toute dernière minute. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien l'opposition et qui sait ce qu'il a fait pour arriver au pouvoir.
Je voudrais, avant de continuer dans le prolongement de votre question, dire que dans la vidéo de M. Chiroma, il dit clairement, je résume, il décrit l'inertie. Tout à fait. L'inertie de l'État, c'est-à-dire un président de la République qui ne gouverne pas, ou alors qui gouverne par procuration, ou alors un gré à gré qui est installé à la tête de l'État. Vous savez très bien que le gouvernement qui est là en place a été mis en place en 2019. 5 janvier 2018. 19. Oui, 19. 5 janvier 2019. 4 janvier. 4 janvier, oui, 2019. Ce gouvernement a pratiquement fait 7 ans comme le président de la République qui a été élu en 2018. Octobre. Moi, je pense que c'est une spécificité camerounaise qu'un membre du gouvernement reste en fonction pratiquement tout un mandat d'un président sans remaniement, même un remaniement technique. Même remplacement de mort. Même remplacement de mort, il n'y a pas eu. Donc, ça montre que le pays n'est pas dirigé. Et l'absence des conseils des ministres, tels que décrits par M. Chiroma, confirme encore davantage que le pilote, soit il est malade, soit il est en incapacité à piloter le navire Cameroun. Et dans ces conditions, lorsque vous êtes investi d'une mission politique, vous ne pouvez qu'avoir un problème de conscience, de continuer à évoluer dans ce genre de système. Je pense que les hommes d'expérience, comme Chiroma et Bello Bouba, lorsqu'ils arrivaient dans l'opposition, on ne peut pas banaliser leur arrivée. On ne peut pas banaliser ça. Je veux dire, on a beau dire que le Grand Nord, le chef de l'État contrôle toujours la situation, mais moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un aspect psychologique en politique qu'il ne faut pas négliger. Parce que vous avez dit tout à l'heure que les sénateurs, les conseillers municipaux, les députés et tous ces gens-là qui sont dans le Grand Nord et qui sont contrôlés par le RDPC montrent que c'est le RDPC qui a le terrain. Ils sont crédibles. Moi, je m'inscris en faux contre ça. Il y a eu certaines idées qui est un peu répandue au Cameroun et qui donne plutôt une impression que quand il y a les conseillers municipaux, les députés, ça montre qu'un parti politique est fort. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que un parti politique, par exemple, qui a boycotté une élection, vous ne pouvez pas juger de sa force sans que ce soit une capacité de mobilisation sur le terrain. En 92, lorsque l'Union pour le changement investit Frundi pour l'élection présidentielle, Frundi venait fraîchement de boycotter les élections législatives. Et souvenez-vous qu'il avait battu Paul Biya à ces élections avant que le résultat ne soit changé. Vous voulez parler de quel parti qui n'a pas d'élu? Donc, moi je pense qu'il y a cette tendance au Cameroun qui consiste à faire croire aux gens que même les fonctionnaires que le chef de l'État a donné le titre de ministre sont des hommes politiques sur le terrain. Non. Moi je pense que même Paul Biya lui-même a dit à l'ambassadeur des États-Unis, et ça a fuité dans les câbles de Wikileaks, que dans le gouvernement, il y a à peine 4 à 5 ministres. Les autres, ce sont des hauts fonctionnaires à qui il a donné le titre de ministre. Et lorsqu'on parle de ministre, c'est des hommes politiques. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans un gouvernement sans justifier... Qui ont quelle base? D'une base. Un monsieur comme... En Europe, vous êtes député et puis vous entrez dans le gouvernement. Voilà, ici, ils ont quelle base? Ici, le président de la République, il vous prend, vous êtes un fonctionnaire sorti de l'ENAM, il vous donne le titre de ministre et du jour au lendemain, vous devenez un homme politique et vous venez dans les médias, vous insultez les gens qui sont sur le terrain. Donc moi, je pense que l'avantage de cette démission, ça remet la politique au goût du jour. Ça montre que pour être quelque chose, que ce soit ministre ou président de la République ou député ou maire,
il faut être un homme politique du terrain. Et contrairement à ce qui a été dit ici, moi, je pense que M. Chiroma et M. Bello Bouba, c'est des hommes sur lesquels l'opposition doit compter. J'ai vu avec fierté le ministre d'État Chiroma à la convention du MRC à Yaoundé. Il était présent à cette convention. Il a même pris la parole. Il s'est exprimé. Ça montre que ce n'est pas la démission intervient après qu'il y ait eu des actes qui étaient posés et qui montraient déjà des signes de rapprochement des responsables de l'opposition. Moi, je pense que le candidat Maurice Kamto travaille sur le terrain depuis quelque temps. Nous avons aujourd'hui d'autres ministres de la République qui viennent de démissionner, qui arrivent également sur le terrain. Moi, je pense que tous ces hommes d'État doivent s'asseoir autour d'une table et dégager une candidature consensuelle. L'objectif, ce n'est pas de dire que tel a fait bien ou tel a fait mal. Nous ne sommes pas au niveau de la vérité. Nous sommes au niveau de l'objectif qui est de faire partie ce régime. René Roger Bébé, lorsqu'on écoute le ministre Chiroma, on a l'impression qu'il est en train d'annoncer une fin de règne. Dans un tel contexte, comment est-ce que les partis de l'opposition doivent s'organiser? Carlos est justement en train d'évoquer l'hypothèse d'une coalition pour la désignation d'un candidat unique. Vous êtes de cet avis ou bien vous préférez ou vous proposez un autre paradigme? Non, par rapport à la fin de règne, le ministre Issa Chiroma ne nous apprend pas grand-chose. Je pense que M. Kelbel lui-même la reconnaît. Vous comprenez? Et puis je voudrais saluer dans les propos de M. Issa Chiroma le fait qu'après avoir brossé tous ces tableaux sombres du bilan de sa participation au régime, il a dit qu'il faut que les responsables politiques trouvent le moyen de s'asseoir, de discuter pour trouver comment on peut aller effectivement vers cette candidature unique afin de battre le candidat du RDPC. Il l'a dit clairement. C'est pour ça que je salue ces propos qui sont relayés par Carlos. Vous comprenez? Maintenant, comment est-ce qu'on peut aller vers ça? Je voudrais dire que moi, je suis parti de l'idéal de vérité. Parce que nous sommes des hommes politiques, nous devons la vérité aux Camerounais. Nous devons la vérité aux Camerounais. Ce qui ne veut pas dire que nous fustigeons leur venue au sein de l'opposition. Ils sont les bienvenus, vous comprenez? Nous allons travailler ensemble. Mais pour ce qui concerne le PCRN, comment est-ce que nous voyons l'articulation de toutes ces forces-là pour aller vers cette mutualisation? Nous pensons que nous devons aller vers un gouvernement de transition, vers une transition politique. Nous devons aller pas un gouvernement, nous devons aller vers une transition politique. C'est-à-dire que nous allons nous mettre ensemble, dégager un candidat, d'accord, qui va porter la voix de l'opposition. Et définir, dans un cahier de charges, définir que s'il est élu, il aura peut-être un mandat de 2 ou de 3 ans, même de 4 ans. Juste pour faire, l'état des lieux. Première mission, faire l'état des lieux. Deuxième mission, réparer ce qui est gâté. Par exemple, aller vers un code électoral consensuel. Refaire les lois, refaire la constitution, l'élection à 2 tours, etc. C'est réécrire la constitution consensuelle, écrire le code électoral consensuel, ça prendra 2 ou 3, 4 ans. Et puis donc maintenant, organiser des élections auxquelles lui, il ne pourra pas être candidat. À ce moment, donc, tous ceux qui ont participé à la coalition reprennent leur autonomie, leur indépendance et peuvent donc candidater. Voilà un peu la vision que nous avons de... Ça, c'est l'hypothèse d'une transition. Oui, la transition, c'est ce qui paraît le mieux. C'est la transition. D'accord. Bouba Manglo, est-ce qu'on peut imaginer une coalition entre l'UNDP et d'autres partis politiques pour la présidentielle de 2027? Je voulais aussi dire, parce que moi je suis pour la vérité. D'accord. Vous comprenez? Je suis pour la vérité. J'ai dit que... La vérité peut bien être pouvoir. Non, pas du tout. Quand je... Oui, j'ai dit donc que vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Je vous ai dit que Carlos est venu ici pour pêcher.
Il est venu pêcher. Vous comprenez? Bon, il est venu. Attendez, Carlo, attends. Vous comprenez? J'ai dit que c'est le mariage, ce serait un mariage de la carpe et du lapin. Pourquoi? Parce que nous avons un problème au sein de l'opposition. Nous avons un problème qu'il faut exposer aux Camerounais. Lequel? C'est que s'il faut s'unir, chacun voudrait que les autres se mettent derrière lui. Très bien. Pas automatiquement. Je vous le dis. Je vous donne un exemple si vous voulez. Même ceux qui n'ont pas d'élu. Je vous donne un exemple si vous voulez. Nous avons reçu au PCRN, je le dis officiellement ici, devant la télévision, que quelqu'un conteste. Demain, je vous apporte les preuves, je vous apporte les documents. Nous avons reçu un courrier de la plateforme de la ATP, de professeur Maurice Kamto, qui est porté par le président. Attendez. Pas son président. Oui, APC, du qui FCC. qui est porté par son président. Ils nous ont dit, dans la lettre, qu'ils souhaitaient qu'on se mette ensemble pour battre le président Biya. D'accord? Mais que, attention, vous voilà, en venant, sachez que celui qui est en tête, celui qui sera le candidat de l'opposition, c'est le professeur Maurice Kamto. Voilà. Donc si vous venez, Ils vont vous phagocyter. donc si vous venez, vous vous alignez. Okay. Attendez, Olivier, Laissez Yves c'est la très vérité, important. la vérité. Les Camerounais doivent le Allez-y, savoir. Monsieur le Président, Donc, la vérité. Donc, nous les leur, avons, Camerounais sachent. nous leur avons écrit pour dire que la coalition que vous demandez, Attendez, Laissez j'ai qu'ils les nous disent lettres. la vérité. Je peux Parce même que vous vous faites dire, des s'il vous choses plaît. sous la table. Attendez. Président, moi Oui. je vous écoute, je suis Merci. tout oui. J'ai donc dit que nous avons donc dit. Contre-vérité, vous n'avez jamais. Laissez le président parler. Vous avez Si vous voulez, Olivier nous invite à une émission, je viens avec les les lettres. documents. Allez-y, push Et ils le font sous la table. Oui, alors, Je dois réagir par rapport à ça. oui. Non. Ton temps est parole. Nous avons dit que nous sommes d'accord pour la coalition. C'est ce que nous demandons depuis 2018. Mais nous ne voulons pas d'une coalition imposée. Nous voulons une coalition négociée. Donc, asseyons-nous. S'il s'avère que c'est vous que nous choisissons, nous nous alignons. Mais si c'est un autre candidat, nous nous alignons tous. Vous savez ce qu'ils nous ont répondu? Ils nous ont dit, si c'est ça, nous voyons donc que vous êtes pour le président Biya. Vous travaillez pour le maintien de Biya au pouvoir. Vous êtes donc Un candidat qui n'est même pas sûr d'être sélectionné. J'ai les lettres. J'ai les lettres, Carlos. Qui n'est même pas sûr qu'il sera sélectionné. Vous êtes une émission Qui sera sérieuse. acceptable. Carlos, j'ai les lettres. Le président d'un parti ne peut pas J'ai les venir lettres. mentir. Non, c'est mieux qu'on reporte les Un repas. président d'un Il ne faut pas parti créer ne la peut pas venir diversion. mentir, Carlos. J'ai les lettres. D'abord, J'ai les lettres. il faut que les choses soient claires. D'accord. J'ai les lettres. Le candidat du PCRN. Donc c'est bien de vous le dire, nous voulons la coalition. Mais acceptez-vous de vous aligner derrière un candidat. Il faut en parler ici, devant les Camerounais. Le candidat du PCRN, l'honorable Cabral Libi, est membre d'une coalition qui s'appelle ATP. Oui. N'est pas la vôtre. L'honorable Nietzsche a proposé la candidature de Maurice Kamto À l'APC. à la tête de l'APC à l'occasion de la convention du MRC. À la suite de cela, il y a eu des consultations et des rapprochements avec d'autres forces politiques, la société civile, les leaders religieux et les syndicats. Et c'est dans cette perspective que nous avons adressé une correspondance aux leaders du PCRN, D'autres partis politiques. à d'autres pas partis seulement. politiques, dont le leader du PCRN. En leur imposant. Malheureusement, d'autres non, candidats. excusez-moi, malheureusement, ils n'ont jamais répondu. Il n'y a jamais eu d'échange de correspondance entre eux et la coalition. Qui a pour candidat le Maurice président- Non. Puisque vous avez... Il a répondu même à ma réponse. Il a répondu à votre réponse. Je préfère fermer Ce n'est cette pas l'objet parenthèse. du sujet, c'est pas le sujet ce soir. On va refermer. Émission. C'est pas le sujet ce soir, mais je pense C'est pas le sujet, mais arrêtez la désinformation. Non, c'est bon. J'ai les lettres. Ok, c'est bon, c'est Henri. On va peut-être organiser une autre. Puisqu'il a émission. réagi. Vous n'avez jamais répondu. On va organiser peut-être un autre débat pour en parler. Invitez Carlos et moi à une émission sur ce point. D'accord, Je on va viendrai en avec parler. les lettres. Bouba Monlo, Je les est-ce ai. qu'on peut Peut-être même imaginer... que je les ai dans mon téléphone. Est-ce qu'on peut Vous voulez que je imaginer les sorte? une coalition Sortez-les. entre l'UNDP désormais On et n'a pas le temps. d'autres partis, formations politiques, dans la perspective de la présidentielle de 2025? S'il vous plaît. À l'entame de notre émission, moi je l'avais déjà dit, que l'UNDP est dans l'opposition. D'accord. Et l'UNDP entend négocier avec toute l'opposition. Eh bien, nous sommes d'accord. Avec toute l'opposition. Nous sommes d'accord. Il reviendra donc à nos leaders qui vont se retrouver de dire que
nous voudrions que tel passe pour qu'on déracine le régime du RDPC. C'est tout. C'est Henri, est-ce que, à votre avis, ces soutiens, l'UNDP, le FSNC qui quittent la coalition, il n'y a pas un risque ou alors un peu péril à la demeure au sein du RDPC? Non, il faut dire qu'au-delà du parti politique, au-delà du fait que ce soit le ministre d'État Bello Bouba Maïgari et le président, le ministre Issa Chiroma, les populations du Nord, du Grand Nord, même celles qui appartiennent au RDPC en tant que militants du RDPC, sont dans une situation quand même, je ne peux pas dire d'agonie, mais difficile. Exact. Voilà. On peut cacher beaucoup de choses, l'eau, l'électricité, mais on ne peut pas cacher la route. Voilà. La route entre Garoua, Gaoundéré pour aller même à l'université, pour quitter Garoua, pour aller à Kousseri, est un problème. Ces populations, à un moment donné, même par rapport à leur leader du RDPC qu'ils ont élu au Parlement, sont vexés et ont le droit, ont des conditions de vie assez difficiles. Et nous sommes déçus que le président Biya a nommé les fils de cette zone-là, a mis les moyens pour que le relais de sa politique soit implémenté sur le terrain, mais que cela n'a pas pu être fait. Est-ce que cela va porter un coup sur la candidature du chef de l'État dans le Grand Nord? Je veux vous faire comprendre qu'au-delà du SNNC et de l'UNDP, vous aurez des militants du RDPC qui vont exprimer leur ras-le-bol aux élections. Et ça fera forcément tache d'huile. Sauf que, là où je veux dire ici, il ne faut pas se dire que tout est cuit, tout est gâté, parce que nous avons encore des ministres, des députés, des directeurs généraux, et même le président du Conseil économique et social, qui est un membre du Grand Nord du Septentrion. Et dans la stratégie du RDPC, nous allons jouer, chaque parti a ses bastions. Au-delà de notre bastion, nous avons la chance d'être implémentés pendant 40 ans dans ces 5 zones où nous pouvons encore faire des taches d'huile. Ce qui fait que je réponds à votre question, ajoutant en disant que nous sommes navrés de la situation que nous observons, mais nous ne paniquons pas. Loin de là, rassurez-vous, nous allons à une élection à un tour. J'insiste là-dessus. Vous comprenez ce que ça veut dire? Blaise Compaoré, en 2007 ou 2008, a géré le Burkina Faso avec 23%. Il est sorti premier à une élection. Et le problème ici, en 2018, pour chuter très rapidement, il y avait 9 candidats. 9 candidats au Cameroun en 2018. Et vous comprenez que si au Cameroun, nous avons encore 9 ou 12 candidats, avec tout ce qu'il y a, ça émette des voix. Et donc, même avec 27%, 30%, le candidat du RDPC peut passer. C'est pour ça que nous devons taire nos égos et choisir un candidat. D'accord, il nous reste exactement 8 minutes. On va chuter, chacun en a 2. Carlos Walem, je commence par vous. Avec ces mouvements observés dans le jeu politique, comment voyez-vous le déroulement des batailles électorales à l'approche de la présidentielle de 2025? Je pense que pour une fois, nous allons à une vraie élection présidentielle avec des hommes politiques du terrain qui ont eu certaines expériences de la politique et même de l'appareil de l'État. Je parle de Maurice Kamto, je parle de Issa Chiroma, je parle de Bello Bouba Maïgari, c'est-à-dire des hommes d'État. À l'époque, lorsque l'opposition allait à l'élection présidentielle, le reproche qu'on leur faisait, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience. Aujourd'hui, nous allons à une élection présidentielle où on a des hommes d'expérience qui ont une expérience de l'État et qui ont aussi une expérience de terrain. C'est-à-dire c'est des hommes politiques qui sont aussi à la fois des hommes d'État. Je pense que les Camerounais doivent s'inscrire massivement sur les listes électorales parce que pour une fois, on aura la capacité
d'aller voter et de défendre les votes. Autrefois, la difficulté qu'on avait, et ça, je dois l'avouer, c'était que dans le Grand Nord, l'opposition avait des difficultés pour pénétrer le terrain, parce que le Grand Nord avait fait, les leaders du Grand Nord avaient fait une alliance avec le parti au pouvoir, et ça nous empêchait d'avoir le contrôle sur le terrain. Aujourd'hui, c'est un problème qui est réglé, et je pense que dans ces conditions, tout est mis en œuvre pour que l'alternance intervienne dans ce pays en octobre prochain. Après octobre, on aura un nouveau président de la République et les Camerounais pourront aspirer à un lendemain meilleur. René Roger, l'on s'achemine-t-on vers une présidentielle historique au Cameroun? Oui, peut-être historique déjà parce que le nombre des inscrits, déjà, ça relève de l'histoire, ça. Et puis les défections à 2 semaines, tout ça, ça relève de l'histoire. C'est tectonique, ça. Vous comprenez? Mais je voudrais dire, moi, je voudrais m'inscrire en faux contre ce que M. Bouba a dit. Il a dit que le RDPC, c'est fini. Que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit à l'Est, au Sud, au Nord-Ouest et à l'Ouest. Le RDPC est terminé, est déraciné. Moi, je dis ce genre de discours peut faire croire qu'ils sont venus pour démobiliser l'opposition. Il ne faut pas tenir ce genre de discours. Il est dangereux. Parce que ça veut dire que tout est fait, nous n'avons plus d'efforts à faire. Nous devons rester vigilants. Nous devons même accroître la vigilance par les inscriptions et pour aller voter et surveiller les votes. Nous devons accroître la vigilance. Attendez. Encore des efforts. Attendez. Vous comprenez? D'accord. Maintenant, s'agissant des candidats, c'est mon mot de la fin. D'accord. Je dis que tous les candidats qui vont aux élections, que ce soit le président de la République, Paul Biya, que ce soit M. Bello Bouba, Issa Chiroma, le professeur Kamto, Cabral Libi, tous parlent de la jeunesse. Tous disent qu'ils veulent travailler pour la jeunesse, le fer de lance du Cameroun. Comment voulez-vous que des gens comme les gens qui ont près de 80 ans ou plus viennent, même le président de l'Assemblée nationale, Kava Yégué, il vous parle de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il peut faire pour la jeunesse? Moi, je pense que si nous voulons vraiment travailler pour la jeunesse, il faudrait que tous ces gens-là, le professeur Maurice Kamto, le M. Bello Bouba, M. Chiroma, qui donne le pouvoir, qui aide un jeune à prendre le pouvoir. Et Cabral Libi est ce jeune-là qui... Attendez, je n'ai pas encore fait mes 2 minutes. Presque 2 minutes. Oui, presque, voilà. Mais il m'a interrompu, je prendrai 30 secondes chez lui. Donc, Cabral Libi peut conduire une coalition pour renverser le président en à laquelle il ne sera pas candidat après. Après, oui. Il peut le faire. D'accord. Il peut le faire. D'accord. Il peut le faire. Bouba Monlo, on parle de jeunesse. Jeunesse, c'est revenu plusieurs fois sur le plateau. Est-ce qu'il n'y avait pas lieu d'une rupture du système, même au sein de l'UNDP, pour apporter un peu plus de crédit à cette candidature? En 2 minutes. Parler de la jeunesse, c'est très facile. Mais je suis en train de vous dire aujourd'hui, le problème du Cameroun, c'est un cadre délicat. Il faudrait chercher un homme mûr, nanti d'expérience, qui a déjà la routine gouvernementale. Je serais un peu d'accord avec lui s'il faudrait qu'on lui accorde un mandat. Qui ça? Après, il ne sera plus candidat. Je dis bien, c'est lui-là qui se l'a choisi. Le président Paul Biya a pris le pouvoir à quel âge? À 49 ans. Attendez. Le président Biya est arrivé au pouvoir à 49 ans. Si l'opposition dans son ensemble s'entend dans ce cadre, il faudrait arranger tout ce qui mine les sociétés publiques ou gouvernementales au Cameroun. On met les choses sur le rail. D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas mettre un jeune et mettre ces âgés-là autour de lui pour le conseiller? Encore, c'est enfoncer le Cameroun une fois dans le chaos. Les jeunes viendront, ils auront des intimidations. Ça ne pourra pas résoudre notre problème. Quelqu'un qui est expérimenté, il est assis, il connaît déjà tout. Serge Henri, est-ce qu'avec le déroulement, les ruptures et démissions du gouvernement, le RDPC ne gagnerait pas peut-être à procéder à une révision des accords de 1997 ou peut-être sceller de nouvelles alliances avec de nouveaux partis dans le Grand Nord pour maintenir son socle électoral de ce côté-là? Tout à fait, vous avez vu juste, nous allons comme le roseau, on peut plier mais on ne rompt jamais, et comme le phénix, il renaît toujours de ses cendres. Donc le RDPC trouvera certainement
certains accords ou certaines alliances. Vous savez que le président Biya part toujours aux élections avec des plateformes. On a eu le G20, on a eu l'alliance avec l'UNDP, on a eu l'alliance avec l'UPC, le MDR de M. Dakolé et puis les autres partis. Ce qui est sûr, c'est que... Vous voyez qu'il ne cite pas le PCRN, n'est-ce pas? Nous sommes conscients, parce que le PCRN n'a jamais fait partie de nos alliances. Voilà. Pour se dire bien, pour dire vrai. Voilà. Donc, il faut dire que moi, je comprends, par exemple, en ce qui concerne le Grand Nord, le désarroi de certaines populations qui sont peut-être essoufflées d'avoir attendu. Moi, ce que je veux leur dire, c'est que Rome n'a pas été conçu en un jour. Nous sommes en perpétuelle mutation. Le Cameroun se construit. Les infrastructures se développent au Cameroun, peut-être à une vitesse trop lente, mais qui nous confie encore la possibilité de continuer à la destinée de ce pays. D'accord. Parce que dans le RDPC, moi qui suis assis là, je peux vous dire qu'il y a de la ressource. D'accord. Même moi-même, si le président Biya me fait confiance, les choses changeront radicalement et fondamentalement au Cameroun. Le problème, c'est que il faut nommer des politiques à des postes politiques. C'est peut-être des erreurs que nous avons commises. Le RDPC est en train de se concerter. Certainement, dans les jours qui suivent, il y aura des corrections à faire et nous regagnerons certainement la confiance de nos militants et bien d'autres, parce que nous avons des sympathisants. Donc, le RDPC, à mon avis, a encore toutes ses chances de diriger le pays et attendre 2000. Les vrais changements, je vous le dis aujourd'hui, se feront aux élections couplées législatives et municipales de 2026. Pour l'instant, l'élection présidentielle, elle est certes majeure, mais il n'y aura pas de grand changement. Et c'est ce qu'on retiendra finalement de cette autre édition de Cartes sur table. Serge Henri Kelbé, RDPC, merci d'être venu. Bouba Monlo, ENDP, merci d'être venu. Carlos Ngualen, vous aussi, merci à vous pour votre présence. Merci. SCC. Bien sûr. SCC, merci. Je précise. Le changement du Cameroun. Exactement. FCC cash. Maître René Roger Bébé, merci également à vous pour votre présence ce soir sur le plateau de 4 sur table. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une autre édition, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous.